Bienvenue pour la quotidienne du 30 novembre, une émission aujourd'hui qui décoiffe avec le groupe rugissant. Diane avec nous sur le plateau, Sébastien Tavel et Adam Saint-Roch. Bonjour messieurs, Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Diane en 4 lettres, comment le définir? En 4 lettres, ça fait court, mais on va dire du rock qui tâche. Du rock qui tâche. Ok, on en parlera tout à l'heure, on rencontrera le groupe. On salue évidemment le troisième membre, Karim, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Salut Karim. Et puis on retournera sur les routes du district avec Alexandre. Après avoir bravé le froid et la neige, il s'équipe. Et puis on reviendra sur l'actu en images avec les organisations économiques vaudoises. Alexandre, sur la route, comment ça va aujourd'hui? Un peu plus au chaud, en t-shirt carrément. Oui, plus au chaud, effectivement. Je suis à Rolle, tu vois alors une planche de snowboard ici en guise de porte, tout simplement, de poignée de porte, pour pénétrer ici dans les bureaux de l'entreprise Nidecker Group, donc spécialisée dans le snowboard, et puis qui a commencé, alors on va le rappeler quand même, qui a commencé en 1887 à Étoile, entreprise familiale qui aujourd'hui est basée à Rolle, qui était spécialisé dans le bois, qui faisait du ski et ensuite qui a fini par faire du snowboard. Voilà un petit peu pour l'historique. Aujourd'hui, Nidecker Group est deuxième mondial sur le marché du snowboard et je suis en compagnie de Thierry Kunz, qui est directeur de marque de Nidecker Group. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry, ça y est, la neige, les stations ouvertes en Europe. Est-ce que ça change quelque chose pour Nidecker Group? Est-ce que c'est le moment où vous êtes en plein boom, en plein travail, à fond ou pas? Alors, bien sûr, on se réjouit qu'il y ait de la neige aussitôt. On se réjouit aussi que les stations en Europe puissent réouvrir. Parce que l'année passée, à part la Suisse, en Europe, on se sentait un peu seul. Donc, évidemment, pour nous, c'est le gros boom. Après, ça dépend toujours un peu les départements dans lesquels on travaille. Parce que nous, dans les produits, par exemple, on est déjà beaucoup plus en avance sur le programme. Ce qui est aujourd'hui livré en magasin, c'est des produits qu'on a déjà développés il y a déjà 2 ans ou une année. Donc, ça dépend vraiment. Donc, les ventes, évidemment, sont à bloc en ce moment. Et puis, nous, on est à bloc toute l'année, de toute façon, parce que même si on fait un produit qui se vend en Europe ou sur le continent nord-américain, le continent, on va dire, du côté de l'hémisphère nord, en hiver chez nous, il y a toujours l'hémisphère sud qui est toujours en hiver. Donc, il y a toujours un hiver à quelque part sur la Terre. Il y a toujours des snowboards à vendre, quoi. Exactement. Partout dans le monde. Donc, on va juste pénétrer un peu dans ces bureaux. Montrez-moi un petit peu, parce que donc on se rend compte, ici, les bureaux à Rolle. Alors, on va juste se tourner ici. Donc, vous voyez les bureaux derrière moi. Et ici, voilà, bonjour tout le monde. Ils sont en train de manger. Bon appétit. Donc, Thierry, on voit les bureaux derrière nous. Il y a combien d'employés ici à Rolle? Alors, aujourd'hui, on est un peu plus de 40. On est en pleine croissance, donc on engage un peu à tour de bras parce qu'il y a plein de projets qui sont en train de se faire au sein du groupe. Donc on est une quarantaine ici et puis à travers le monde, on est une centaine parce qu'on a des bureaux aussi à Amsterdam et puis aux États-Unis. Donc ici à Rolle, on peut dire que c'est le siège de l'entreprise familiale Nidecker. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement ici? On ne produit pas là, ici à Rolle. Alors pour l'instant, il n'y a pas de production. On a relancé une toute petite production. On est en train de se remettre un peu à produire. Avant, on était ici. En fait, on est dans l'ancienne usine. Et puis depuis 2010, malheureusement, on a un peu arrêté de produire parce qu'évidemment, la Suisse, c'est pas le pays le plus simple, on va dire, pour produire. La main d'œuvre y est très chère. Et là, on est en train de relancer un petit outil de production. Mais par contre, ici, on développe toutes les marques. Donc, on a tout le recherche et développement qui est là. On a des locaux où justement on a plein d'imprimantes 3D. On travaille énormément dans le 3D. On travaille avec nos usines depuis ici. Et puis on développe, on market et on vend depuis la Suisse. Donc du coup, pour qu'on comprenne bien, Nidecker Group aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente? Combien de marques? Combien de succursales à travers le monde? Combien d'employés à travers le monde? Alors, Nidecker, ça représente déjà, c'est 9 marques aujourd'hui. Avant, c'était une marque qui était la marque Nidecker. Aujourd'hui, il y en a 9. On a, comme je vous l'ai dit, des succursales entre les États-Unis et puis l'Europe. Et puis aujourd'hui, eh bien, on se développe de plus en plus. Donc, évidemment, on grossit. On est numéro 2 mondial. Ça veut dire quoi, ça, en termes de chiffre d'affaires? On ne donne pas nos chiffres d'affaires parce qu'on est une entreprise familiale, donc on ne donne pas nos chiffres d'affaires. Mais pour vous donner juste un exemple, grosso modo, depuis la reprise des frères, puisque c'est une entreprise familiale, donc c'est Xavier, Henri et Cédric qui ont repris l'entreprise familiale. Depuis la reprise, on a grosso modo, à travers le monde, fait x10 le chiffre d'affaires.
D'accord. Et donc, du coup, vous développez plusieurs marques aujourd'hui qui constituent ce groupe Nidecker. Alors, vous êtes deuxième mondial. Le premier, on peut les citer, c'est Burton quand même. Comme ça dit quelque chose aux gens. Mais le marché du snowboard, globalement, il va comment? On rentrera dans les détails après tout à l'heure ensemble. Mais globalement, ça va bien, il me semble. Il va très bien, le marché du snowboard. Il a toujours bien été aux États-Unis, au Japon. Après, c'est en Europe où depuis on va dire, l'apparition du ski carving début des années 2000, ça a pris un petit coup dans le snowboard. Mais pour vous donner des chiffres concrets, des stations de ski comme Crans-Montana, qui il y a 2 ans avait, pendant les vacances de février, une classe de snowboard pour 10 classes de ski. L'hiver passé, c'était 3 classes de snowboard pour 10 classes de ski. Donc, on voit qu'il y a un intérêt d'une nouvelle génération qui revient au snowboard. On le voit aussi, nous. Parce qu'il y a eu un creux aux années 2010 à peu près. Exactement, il y a eu un creux qui peut s'expliquer par multiples choses, mais c'était surtout un creux dans les pays alpins, donc surtout en Europe. Aux États-Unis, au Japon, ça n'a jamais été le cas. C'est un sport qui a toujours été très populaire. Et pour vous donner aussi un exemple, la Russie, depuis l'hiver passé, il y a plus de snowboarders en Russie que de skieurs. Bon, alors, on a envie de savoir, j'imagine on va garder un petit peu de suspense pour répondre à toutes ces questions, mais c'est vrai qu'on a envie de savoir comment Nidecker Group a pu faire face à cette crise du snowboard dans les années 2010, comment aujourd'hui il peut rester deuxième mondial et surtout comment il fait face à la fois à la pandémie et au réchauffement climatique. Et réponse dans quelques instants, Thierry, du coup. Oui, à tout à l'heure. Voilà, Andrea, à tout à l'heure. Alors, je te laisse quand même sur ces images parce que ici, donc, tout le monde travaille en open space, tout le monde mange, il y a même un baby-foot. D'ailleurs, Alexandre, un petit espace détente. Ah, sympa. D'ailleurs, Alexandre, tu as parlé de réchauffement climatique. On a vu passer un monsieur en short t-shirt. Peut-être que tu auras la réponse chez lui. Mais ça, c'est le côté cool du snowboard. Tu vois, même en hiver, il y en a en short. C'est comme ça. C'est ça. À tout à l'heure, Alexandre. Les organisations économiques vaudoises ont présenté jeudi dernier devant la presse Impulsion 2027, un programme de recommandations à l'intention du monde politique à quelques mois des élections cantonales. Souhaitons la bienvenue à cette conférence de presse. Christophe Raymond, bonjour. Vous venez de présenter aujourd'hui avec les associations économiques vaudoises le programme Impulsion 2027. Qu'est-ce que c'est et dans quel but? Au fond, ce programme a pour objectif de présenter un programme, précisément, c'est-à-dire un constat et des propositions souvent relativement précises dans tous les domaines qui nous semblent absolument indispensables pour essayer de perpétuer la bonne santé économique du canton. Nous sommes à l'oreille d'une campagne qui va conduire au renouvellement des autorités cantonales et il est important que les propositions que nous faisons sur la base de constatation du terrain soient discutées pendant cette campagne électorale. Dans les grandes lignes, ces propositions, quelles sont-elles? Je dirais que de manière très générale, l'objectif pour nous est de faire en sorte qu'il y ait une meilleure fluidité et un meilleur rapport, de meilleures relations entre les autorités publiques, les autorités politiques et le monde économique. Nous constatons aujourd'hui que la fiscalité des personnes physiques est très élevée dans le canton de Vaud. C'est une des fiscalités les plus lourdes en comparaison avec d'autres cantons. Or, les travailleurs de la classe moyenne et de la classe moyenne supérieure sont des maillons essentiels de l'économie. Ça doit être corrigé. Et l'État a tendance à vouloir s'occuper un peu de tout, alors qu'il devrait se concentrer sur ses missions principales, être au service du citoyen. Il faut que l'État serve la population, il ne faut pas l'inverse. Qu'est-ce que vous attendez de ce programme Impulsion 2027 ? Nous imaginons que tous les observateurs politiques, économiques et sociaux du canton ne seront pas d'accord avec nous. Donc notre but est de provoquer le débat, de créer le débat. Il y a des propositions simples. Il s'agit par exemple de respecter la constitution cantonale en matière de procédure de consultation. Il faut davantage intégrer les acteurs associatifs, syndicaux, professionnels dans les décisions publiques. Et il y a des propositions qui sont évidemment peut-être plus difficiles à mettre en œuvre, notamment dans le domaine énergétique ou environnemental. Les Impulsions 2027, ce programme, est-ce que finalement il traduit aussi une forme d'inquiétude générale sur la compétitivité du canton de Vaud
et aussi sur le bien-être de l'économie vaudoise. Il y a des difficultés qui naissent de ce qui se passe au plan international parce que nos relations avec l'Union européenne sont difficiles. Là aussi, il y a des possibilités de réagir. Il y a des difficultés qui naissent du fait de la démographie qui est très vigoureuse dans le canton. Ça pose des problèmes en matière d'infrastructure. Il y a des travaux en matière de numérisation qui sont absolument indispensables. Cela rend aussi indispensable une appréhension d'infrastructures comme la 5G de manière un peu différente que cela a pu être le cas par le passé. Bref, il y a des défis qui sont nombreux, qui ne résultent pas seulement des décisions propres ou dans la sphère de compétences de l'autorité vaudoise, mais qui résultent aussi de décisions qui sont prises ailleurs et que nos autorités se doivent de suivre avec le plus grand soin. Rencontre avec Gian, le trio rock glandois vernira son premier album Synop au Backstage Pub vendredi 4 décembre en régie. On balance le son. Un morceau de l'album Synop. Alors le morceau s'intitule, vous allez m'aider, Doppelganger. Doppelganger. Ouais. Tous les mots sont imprononçables. Moi, j'ai beaucoup de mal, je l'avoue. Vous n'avez pas choisi le plus facile. On vous le dit souvent. On vous le dit souvent. C'est vrai, on fait des jeux de mots avec vos noms. Non, ça va. Ouais, franchement, Gian, ça... Le jeu de mots Gian est assez drôle parce que beaucoup de gens, des fois, ont de la peine à le prononcer. Ils se contentent même de nous confondre avec d'autres artistes, voire même avec des noms pas très commodes. Mais on joue sur cette blague aussi et c'est ce qui nous fait rire. Et en même temps, c'est ce qui fait que les gens, des fois, mémorisent aussi le groupe. Ouais. A priori. On espère que la musique aussi puisse rentrer dans la tête et dans l'oreille des gens. On va parler un petit peu évidemment de vous. Alors le groupe est né en 2016. Aujourd'hui, vous présentez ce nouvel album que vous vernirez le 4 décembre au Backstage Pub à Gland. Mais pourquoi est-ce que ça a pris si long finalement pour faire ce premier album ? C'est une bonne question. Déjà, vous savez, moi, ça fait 10 ans qu'on joue ensemble et puis c'est vrai que la formation a beaucoup évolué. Jusqu'à un stade où on a dû dire au revoir à notre précédent bassiste, puis un peu essayer de se réinventer. Puis finalement, on a beaucoup épuré, on a essayé de simplifier au maximum ce qu'on jouait, ce qu'on avait comme instrument sur scène. Et puis à partir de là, ce qui a déjà pris un bon moment, on a commencé à composer, puis ça a pris le temps que ça a pris. Et puis après, il y a eu la pandémie, et donc voilà. Ouais, mais c'est vrai que vous avez différents horizons de musique, vous avez essayé tant l'un que l'autre aussi différents instruments. Vous êtes ingénieur du son, donc c'est vrai que vous êtes en plein milieu au fait de tout ce qui est musical. Mais qu'est-ce qui ne convenait pas jusqu'ici, ou qu'est-ce que vous recherchiez au fait exactement ? On a eu plusieurs phases en fait avec l'ancien projet qui a notamment été très axé sur un élément électronique avec beaucoup de matériaux, beaucoup d'équipements, ce qui nous poussait en fait plus à des problèmes que de la facilité à se déplacer, à trouver les bons techniciens qui puissent aussi gérer l'ensemble de tous les instruments. Et au fur et à mesure de voir à quel point c'était compliqué d'obtenir des nouvelles dates, de ne pas faire peur aux gens avec nos fiches techniques à rallonge, de se dire on va peut-être effectivement repenser la formule. On a décidé justement de se séparer de notre ancien bassiste et c'était vraiment l'opportunité de dire ok, on reprend tout aux bases zéro. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en Suisse, au niveau musical, on n'est peut-être pas assez ouvert à de nouvelles choses, qu'on n'est pas assez ambitieux. Vous l'avez peut-être ressenti ? Je pense que c'est une autre question, disons. Mais nous, on l'était trop, en tout cas, par rapport à la formation d'avant. Parce qu'on a fait des concerts où on était dans une tente avec une génératrice et puis en fait, on tirait beaucoup trop de jus. Et en fait, dès que moi, j'enclenchais une pédale, il y avait un truc qui s'arrêtait ailleurs. Donc ça, c'était... par rapport à nous, par rapport à la Suisse, est-ce qu'on est assez ambitieux ou pas ?
Moi, j'ai tendance à dire que Fallait non. être un peu plus écolo, c'est ça? Vous avez fait péter les lumières dans le clairement. coin et du coup, ça n'a pas plu à tout le monde. C'est ça. Maintenant, on a 2 amplis et une batterie. Bon, on a réduit le système. Après, là, vous en faites quelque chose aussi de fun, on peut le dire, ou pas. Enfin, je ne sais pas comment vous le définissez, justement. C'est vrai que dans le clip, on voit ce pasteur qui est un vrai pasteur. Racontez-nous. Oh, alors, c'est une longue histoire aussi, mais comme vous l'avez dit, on a eu plusieurs formations musicales indépendamment, Adam et moi. Et j'ai eu une autre formation et j'ai continué à avoir une autre formation avec justement cet ami qui est pasteur. Et pour la réalisation de ce clip, étant donné la pandémie, étant donné aussi la restriction d'un coup des 5 personnes maximum dans une pièce, tout a été chamboulé. On avait dû totalement repenser notre manière de faire le clip. Donc on s'est dit, bon, bah, on va faire avec les moyens du bord. On avait, nous 3, on avait notre technicien lumière et vidéaste et on s'est dit, bon, bah, il nous faut encore une personne en plus. On devait avoir des figurants qui devaient prêcher justement dans cette église. Pour finir, bah, on s'est dit, bon, bah, maximum 5, le compte est bon. Bon, on va essayer de trouver une manière de le faire rentrer dans un personnage et de faire raconter quelque chose à lui tout seul avec nous. Et en plus qu'il est pasteur et qu'on devait faire ça dans une église, c'était l'opportunité rêvée de se dire, bon, bah, joue le jeu jusqu'au bout. Et ça a donné quelque chose de magique. Ouais, mais ça véhicule un sacré message aussi. Peut-être qu'on casse un peu les codes. Un pasteur qui aime le rock, qui fait du rock, bon, bah, c'est lui aussi, hein, quelque part. Mais est-ce qu'il y avait une volonté aussi de casser peut-être une certaine image ou d'apporter la musique rock à plus de monde? Ou comment vous le voyez? Je pense que dans le texte du morceau, il y a pas mal de références aussi religieuses, dans un parallèle à faire entre une certaine forme d'uniformisation de la société et puis un idéal vers lequel tout le monde tend en regardant les mêmes choses sur les réseaux sociaux, en voulant ressembler exactement à ça, avoir un truc très tracé, très clair à viser. Et puis le parallèle avec l'Église, ben, il peut se faire un peu de façon superficielle. Si on ne cherche pas en profondeur, on peut avoir l'impression que tout le monde est dans la même chose et puis que c'est aussi très uniforme. Ce qui ne l'est pas, la preuve, c'est que c'est Elio qui est là dans le clip et qui... En parlant d'uniformité, je parle de rock, mais peut-être que ça ne vous convient pas du tout, hein. Je sais que parfois pour les musiciens, on n'aime pas se mettre dans une seule case. Comment vous définissez votre musique? On a plein de styles. Je trouve qu'aujourd'hui, ça ne veut plus vraiment dire grand-chose de dire qu'on fait tel et tel style. On s'identifie comme du grunge pour certains, comme du post-hardcore pour d'autres. Pour finir, en fin de compte, on est là pour donner de l'énergie. Les gens, la plupart du temps, disent ouais, c'est un groupe de rock. Et pour nous, ça nous va très bien. Notre identité, c'est surtout la musique qu'on véhicule et pas spécialement l'étiquette qui est dessous. Ouais, mais c'est quoi peut-être les personnes qui vous inspirent en termes musicaux? D'où est-ce que vous tenez vos sources? Ouais. Moi, c'est très post-hardcore en fait, l'origine, mes influences pour ce groupe, disons, des choses comme Fugazi, des choses aussi plus noise comme je sais pas, Sonic Youth, Metz, des choses assez quand même rapides et violentes, on va dire. Ce qu'on ressent d'ailleurs dans votre groupe, mais vous dites que le rock c'est un peu votre plaisir coupable. Pourquoi? Parce que, comment dire, déjà c'est pas très à la mode, le rock, plus très à la mode, je pense. Et puis c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez intimiste et assez drôle à s'enfermer dans une cave et puis à jouer ensemble après une journée un peu pourrie, par exemple. Ça fait du bien. Mais pourtant, votre cas, vous aussi, c'est le live. Je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez ajouter ou pas, mais Sébastien, c'est vrai que jouer dans une cave, ça suffit plus aujourd'hui. C'est pas que ça suffit plus, mais pour moi, je trouve que le rock n'est pas mort, même si aujourd'hui, les réseaux sociaux et peut-être même simplement ce que les médias diffusent, on a l'impression que le rock n'existe plus, en tout cas plus de la forme de ce qu'on fait nous ou de ce qui se faisait, on va dire, il y a 20 ans. C'est vrai que ces grosses figures de rock, quelque part, elles tendent à disparaître, faut le dire. Oui, mais comme vous dites aussi, c'est quand on allume un ampli ou quand on allume une chaîne hi-fi puis qu'on met un gros morceau de rock et puis qu'on a la banane qui se décide, franchement, c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça le plaisir coupable. C'est le plaisir, Mais coupable, pourquoi? Parce que voilà, justement, c'est peut-être plus à la mode et puis on n'ose plus trop dire qu'on fait du rock. Oui, je pense. Après, plaisir coupable, c'est un petit peu, peut-être un peu fort, un peu provocateur, mais finalement, c'est pas si coupable que ça. Moi, je suis très content de faire du rock et puis de le montrer. Mais ouais. Alors, vous le montrerez justement au backstage le 4. Là, gros enjeu, vous m'avez avoué que des gens du Paléo seraient là pour peut-être sonder un peu ce qui se passe. Ça vous met la pression? Non. Non, disons que plus il y a de monde, plus on sera heureux de présenter notre travail et notre passion. Un concert reste un concert qui est 1 ou 50 personnes. L'idéal, c'est surtout de se dire, est-ce qu'on aura le moyen de
percer un peu plus, d'espérer que notre musique touche d'autres personnes et que l'effet domino puisse enfin commencer et se dire, bah, tiens, peut-être d'autres dates se profileront après ce concert ou peut-être d'autres opportunités de collaborer avec d'autres personnes aussi. Ouais. Donc après le 4 décembre, au backstage, on pourrait voir Giant sur la grande scène du Paléo. On verra où ça. En tout On est cas, plus réaliste, je pense ouais. pas, mais on sait jamais. Ouais. Jamais dire jamais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avant de vous laisser partir, vous êtes plutôt team snowboard ou ski? Ski. Moi, je Ouais, suis team ski, pas de et neige Adam du tout. Team plage. Team plage, ouais. Ouais, comme moi, je dois l'avouer. Bon, on te retrouve, Alexandre. Alors, est-ce que toi, tu as pu chausser des boots? Ah bah non, devant les planches. Eh ben écoute, non, mais je suis toujours effectivement avec Thierry, donc de Nidecker Group. Thierry, on parlait rock metal. Vous écoutez quoi, vous? Moi, j'écoute un peu de tout, mais pas trop de rock metal. Reggae, c'est le cliché qui colle au snowboarder. Alors, absolument pas. Au grand désespoir de certains. Non, je suis pas très reggae. Non, après, je suis un peu de tout. J'aime écouter. J'ai un éventail de musique qui est assez large. On se trouve où, ici? Là, on est dans notre showroom. C'est là où on montre en fait tous nos produits, beaucoup à nos clients qui se trouvent en Suisse romande. Puis c'est là aussi, c'est salle de réunion où on décide de pas mal de choses ici. Donc c'est pour ça qu'il y a tous les snowboards que tu vois, Andrea, les fixations, etc., que produit donc le groupe Nidecker et ses marques. On va parler du coup donc de ce marché du snowboard. On avait entamé la discussion tout à l'heure en disant notamment que le snowboard a connu un boom énorme dans les années 90-2000. Il était très très populaire. Il y avait un effet de mode aussi. Pas mal de jeunes voulaient se mettre au snowboard parce que ça faisait cool, disons-le. Et au moment des années 2010, sacrée chute du marché parce que les skis freestyle ont repris un peu le dessus. C'est un petit peu ça, comme ça qu'on l'explique, ou c'est un peu grossier? Alors, c'est une partie des réponses. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un énorme boom début des années 90. Le plus gros, on va dire le pic, c'était milieu des années 90. Où vraiment on n'était pas loin du 50-50, 50% de skieurs, 50% de snowboarders. Puis après, le snowboard, c'est un peu, on va dire, endormi sur ses lauriers. Et surtout à cause de l'arrivée aussi des grandes marques de ski qui sont venues dans le snowboard, qui ne croyaient pas du tout au snowboard au début du snowboard. Moi, je me rappelle de discussions avec des marques comme Salomon qui disaient ouais, de toute façon, le snowboard, c'est comme le monoski. Dans 2 ans, ça va s'arrêter. Vous y avez cru? Nous, on y a cru depuis 1984, donc ça fait quand même quelques années. On y croit toujours. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le snowboard est devenu très, on va dire, basé. Toute la communication s'est vraiment faite sur le freestyle, sur une jeune génération avec une cible qui avait 17-18 ans. Et puis, on a commencé à éliminer tout ce que faisait la richesse du snowboard. Parce qu'à l'époque, dans les années 90, le snowboard, on pouvait faire de l'alpin avec des chaussures de ski, on pouvait faire du freestyle, on pouvait faire du freeride, il y avait du border cross, il y avait plein de disciplines. Donc, c'est ça que vous avez essayé de retrouver. En fait, c'est cette diversité-là que vous avez essayé de retrouver dans les années 2010, justement, et ce qui a fait que vous avez pu pérenniser cette entreprise? Exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le snowboard, c'est vraiment restreint à du côté très freestyle, très jeune génération, à monter sur des barres en métal dans le début des années 2000, 2005. Et puis après, aujourd'hui, on a en fait complètement perdu énormément de gens puisqu'une personne de 40 ans aujourd'hui se trouvait pas du tout à l'aise avec ce genre de choses. Et puis aussi le ski. Donc aujourd'hui, oui, c'est ça? Aujourd'hui, beaucoup plus parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a toute une génération qui a été snowboarder dans les années 90, qui est aujourd'hui parents, qui se remet à faire du snowboard parce que leurs enfants leur demandent de faire du snowboard. Et puis, on a créé plein de planches pour des personnes qui sont un peu plus, on va dire, matures ou plus âgées, des planches qui tournent vraiment bien sur la neige avec un côté surf qui existe. Donc, il y a un retour exceptionnel du snowboard. Ouais, donc, du coup, Nidecker a réussi, grâce à toutes ces marques, finalement, de cibler tous les publics. C'est un petit peu comme ça qu'on peut le résumer. En tout cas, tous les publics, tous les types de snowboarders, ce qui a fait que vous avez pu remonter sacrément la barre, puisqu'on parle quand même d'un chiffre d'affaires multiplié par 8 durant ces 12 dernières années, donc ce qui est énorme. Il y a eu la pandémie, maintenant, depuis pratiquement 2 ans. Qu'est-ce que ça, en quoi elle a affecté, en positif ou en négatif, l'industrie du snowboard? Alors, la pandémie, elle a déjà été dure pour tout le monde parce qu'on a dû déjà se réinventer, on a dû faire plein de nouvelles choses qu'on ne savait pas faire.
Un exemple concret, c'est le télétravail, c'est les présentations à nos distributeurs à travers le monde. Généralement, on invitait tous nos distributeurs pendant quelques jours pour présenter les nouvelles collections. On a dû tout faire à distance, on a dû créer du nouveau contenu, on a dû discuter avec les magasins, avec nos clients complètement différemment. Et les stations de ski fermées, ça a impacté les ventes? Alors, les stations de ski en Europe fermées, ça a été un énorme coup dur. On a eu des reculs en Angleterre, par exemple, de moins 90% de notre chiffre d'affaires. Par contre, il y a d'autres pays qui ont profité de ça, parce que comme dans n'importe quel problème, il y a des gens qui voient le négatif et des gens qui voient le positif, et il y a des gens qui prennent ça comme des opportunités. Aux États-Unis, par exemple, ça a été l'explosion. C'est-à-dire qu'on a multiplié en 2 ans par 3 notre chiffre aux États-Unis, ce qui est juste absolument phénoménal. Comment ça s'explique, ça? Parce que les États-Unis, il y a eu une certaine volonté de liberté. Les Américains ont découvert grâce à la pandémie, ou à cause de la pandémie, qu'il n'y avait pas que le travail, il y avait aussi des loisirs, qu'ils avaient du temps libre, qu'ils pouvaient en profiter. Donc il y a toute cette infrastructure. Et puis les États-Unis ont été très généreux aussi. Les gouvernements ont été très généreux puisqu'ils ont donné des chèques à chaque famille qui étaient des chèques assez conséquents. Les gens ont dépensé, sont rentrés dans ce mode-là. Et puis, tout l'outdoor, c'est pas que le snowboard, c'est tous les produits, tous les sports outdoor ont complètement explosé aux États-Unis, quoi. Et il y a eu aussi les aides qui vous ont profité, il me semble, vu que vous êtes implanté un peu partout dans le monde, vous avez pu aussi toucher certaines aides. Alors bien sûr, suivant où on était, on a réussi à avoir les aides qui favorisaient justement les entreprises. On en a aussi favorisé avec les RHT en Suisse. Bon, malheureusement, on a dû prendre aussi on a eu des restrictions qui étaient quand même assez difficiles puisqu'on a limité le temps de travail, on a dû faire face justement à ce télétravail qui n'est pas toujours facile à imaginer, surtout pour une entreprise où tout est en open space, puis on a l'habitude de discuter avec son voisin assez facilement. C'est toutes des choses qui ont été, on va dire, difficiles. On s'est tous serré les coudes parce que c'était vraiment une volonté. Et sur la production, est-ce qu'il manque, parce qu'il y a aujourd'hui, je sais, au niveau de la production et notamment du bois, de l'importation de bois, etc., est-ce que la pandémie crée des problèmes aussi à ce niveau-là et retarde la production de snowboard pour Nidecker? Alors, tout à fait. Aujourd'hui, on subit ça de plein fouet. Nous, on a beaucoup anticipé. Donc, on a été, pour cet hiver-là, un peu moins impacté d'autres entreprises qui ne peuvent même pas livrer parce qu'ils n'ont pas réussi à produire. Nous, on a réussi à produire. On a réussi à pas trop mal livrer, on va dire, malgré les gros problèmes, justement, des containers, du transport et de la logistique. Par contre, où on voit un impact, c'est un impact pour l'hiver prochain où malheureusement, les prix prennent l'ascenseur. Donc, on essaie de minimiser, justement, ces augmentations, mais c'est des augmentations qui sont malheureusement aujourd'hui qui existent et qui existeront surtout pour l'hiver. Donc, si je veux acheter un snowboard aujourd'hui, il coûte plus cher qu'il y a 1 an ou qu'il y a 2 ans en arrière? Alors aujourd'hui, nous en tout cas pas. Nous, on n'a fait aucune augmentation de prix entre l'été. Il y a d'autres marques qui l'ont fait parce que forcément les prix ont été un peu, on va dire, augmentés. Nous, on a mangé nos marges pour justement pas changer les prix pour cet hiver. Par contre, c'est sûr que pour l'hiver prochain, ça reste un peu plus d'inconnu. Et clairement, on sait que tout le monde va augmenter ses prix pour l'hiver prochain. Ouais. L'autre gros défi aussi auquel est confrontée l'industrie du snowboard, alors c'est sûr la pandémie, mais comme toutes les industries, j'ai envie de dire. Par contre, il y en a une qui est intéressante à aborder avec vous, Thierry, c'est l'écologie et notamment le réchauffement climatique. Parce qu'on peut avoir ce préjugé en se disant avec le réchauffement climatique, moins de neige, donc on vend moins de snowboard. Ce qui en fait n'est pas le cas du tout. Alors, je pense qu'il faut faire toujours très attention avec les raccourcis. Aujourd'hui, le réchauffement climatique, c'est un fait. Aujourd'hui, on en est tous bien conscients. Après, il impacte plus ou moins les choses. On voit, par exemple, que les glaciers aujourd'hui en Suisse ont pris un énorme coup ces 30 dernières années. Par contre, les hivers se font quand même. Donc aujourd'hui, pour nous, le réchauffement climatique, il est plus lié surtout sur notre impact aujourd'hui sur l'environnement. Et tous nos efforts que l'on fait, on les fait vraiment dans ce cas-là, quoi. Et aujourd'hui, de nouveau, on peut prendre ce genre de challenge comme des opportunités pour justement modifier les process de distribution, les process de fabrication, les matériaux, et même aujourd'hui on va au-delà de ça avec des solutions qu'on est en train de créer pour le futur qui
qui sont des solutions qui tiennent compte de l'économie de partage, etc., etc. Donc, aujourd'hui, on donne des deuxièmes vies déjà à nos produits, on en fait des skateboards, il y a plein de choses qui sont mises en place, nos locaux sont avec des panneaux solaires, nos envois, on favorise maintenant aussi beaucoup d'envois en train, etc., etc. Il y a plein de petites choses qui sont additionnées. Par contre, au niveau de la production, je sais que Nideker Group produit, il me semble, à l'étranger, notamment grandement en Tunisie et à Dubaï. Pourquoi pas en Suisse ? Alors, la Suisse, comme je vous l'ai dit, on est en train de remonter une petite usine ici. Après, le problème de la Suisse, c'est la main-d'œuvre. Aujourd'hui, on rêverait de pouvoir vendre des produits à des prix plus élevés avec un Made in Switzerland. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le marché ne l'accepte pas forcément. Donc, on est dans une économie de marché. On doit aussi se plier on va dire, aux règles internationales. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, pour la marque Nideker, quand moi je suis revenu en 2015, la Suisse et la France étaient 80% de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, la Suisse et la France, c'est moins de 10% de notre chiffre d'affaires. On faisait 0 aux États-Unis, 46% aujourd'hui de notre chiffre d'affaires, il est fait aux États-Unis. Donc forcément, aujourd'hui, les lieux de production, idéalement, il faudrait avoir une usine dans chaque pays pour être le plus proche et utiliser des matériaux qui viennent du propre pays, ce qui est aujourd'hui, en tout cas dans le snowboard, est impossible. Si on prend par exemple les semelles, donc ce qui nous permet de glisser sur la neige, aujourd'hui il existe 2 fabricants dans le monde. Donc aujourd'hui, toutes les usines doivent, peu importe où elles sont basées, utiliser ces matériaux qui viennent de 2 usines qui sont passées dans le monde. Les mauvaises langues vous diraient être écolo et produire à Dubaï Non, pas forcément, parce qu'aujourd'hui, pour certains pays, il vaut mieux envoyer depuis Dubaï, par exemple au Japon, que depuis envoyer depuis la Suisse au Japon. Donc après, voilà, toute chose a ses pour et ses contre. Aujourd'hui, je pense qu'on doit être aussi dans une réflexion qui est beaucoup plus globale. Et nous, aujourd'hui, notre intérêt, c'est pas forcément le lieu de production qui nous importe, mais c'est la manière de produire. Au début, un snowboard, ça pouvait consommer jusqu'à 150 litres d'eau pour produire un snowboard. Aujourd'hui, on a redéveloppé toutes les technologies pour arriver entre 10 et 15 litres par planche, ce qui est juste voilà, 10 fois moins. Et nous, aujourd'hui, c'est ça le vrai impact. L'impact, il n'est pas forcément d'aller chez l'un ou chez l'autre, parce que idéalement parlant, ça veut dire que chaque personne ou chaque pays devrait produire dans son propre pays, ce qui aujourd'hui, en tout cas dans notre sport, est complètement impossible, quoi. Thierry Kunz, directeur de marque donc pour Nideker Group ici à Rolle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir éclairci un petit peu ma lanterne sur toutes ces questions. Avant de se quitter, vu qu'il y a plein de snowboards autour de nous, vous en choisissez un, vous me dites lequel c'est votre préféré et pourquoi. Mon préféré, allez, mon vrai préféré, ça va être celui-là, parce que c'est une planche que j'ai dessinée et qui me tient vraiment à cœur, parce que c'est une planche qui, on va dire, me va le mieux. C'est une planche avec un shape très très spécial. On parlait des nouvelles formes de planches. C'est très très pied arrière. C'est une sensation de très de surf. C'est vraiment du surf sur la neige et c'est tout ce que j'aime pratiquer, moi. Eh ben, merci beaucoup et très bonne journée. Et puis, vous allez faire du snow là bientôt avec la neige qui est tombée, toute l'équipe? Ah ben ça c'est sûr. Nous on a une règle dans les bureaux, elle est très simple. Lorsqu'il y a plus de 30 cm, on peut prendre sa demi-journée sans demander congé. Donc, et en plus, on a offert à tous nos employés de Magic Pass. Donc, tout le monde est prêt pour aller sur la neige. Eh ben, t'entends ça, Andrea? Je crois qu'on devrait instaurer ça chez NRTV. On devrait aller faire du snowboard ensemble dès qu'il neige. T'en penses quoi? Ouais, moi, ça me tente. Tu peux me choisir n'importe quelle planche, ça me va. Plutôt les petites pour faire des figures, c'est plutôt mon cas. Toi, tu as choisi? Non, j'ai pas encore choisi, mais je vais voir. Il y a des vestes derrière, il y a des fixations. Mais peut-être il faut que je me mette au snow parce que moi, je skie. Donc, mais voilà, Thierry m'a donné envie presque. Enfin presque, oui, il m'a donné envie carrément. Super, on fera un cours team Nideker NRTV sur les pistes et on t'apprendra à faire du snowboard, Alexandre. Merci beaucoup, en tout cas, à demain. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Bonne suite de programme à tous.